Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'abord des précommandes, ça ira très très vite parce que c'est Hérésidorus. Ensuite on parlera du système de détachement sur lequel Games Workshop bosse pour la V11 parce que autant je trouve très très cool, plein d'idées, autant j'ai aussi quelques inquiétudes et je voulais vous donner mon avis plus large là-dessus. On va parler du fait que Games Workshop va se mettre à vendre du terrain pré-peint, ce qui est je trouve très intéressant aussi, et on terminera évidemment avec ce que moi j'ai peint. Bon, les précommandes de la semaine, on va pas s'attarder, c'est de l'Hérésidorus, donc ça va pas toucher beaucoup d'entre vous. Vous allez pouvoir précommander le nouveau tank super lourd Falchion, qui est une espèce de monstre avec une espèce de batterie à neutrons de je sais pas quoi là, comment ça s'appelle? Un canon à vagues de neutrons qui est fait pour détruire carrément des chevaliers ou des tanks super lourds, plus évidemment des destructeurs laser, des bolters lourds, etc. Et vous allez avoir le Spartan Prometheus, qui est une autre variante du Spartan. Le Spartan, vous l'aviez dans la boîte de lancement de l'Hérésidorus V2, et il y a deux variantes, hein. Il y en a un qui est plutôt anti-infanterie, enfin en tout cas qui a pas les mêmes, c'est pas forcément anti-infanterie, mais qui a pas les mêmes options d'armes, et qui est fait pour trimballer vraiment du monde. Ça ressemble à un Land Raider normal, mais si vous voulez faire un proxy de Land Raider à Warhammer 40 000, ne prenez pas le Spartan, il est trop gros, il est vraiment plus large, plus long, et il va juste vous handicaper sur la table. Prenez plutôt le Land Raider normal de l'Hérésidorus, qui fait quasiment les mêmes dimensions, il est un petit peu plus petit et un petit peu plus court, mais globalement il est accepté quasiment partout comme proxy de Land Raider, alors que le Spartan, lui, pour le coup, il est vraiment beaucoup plus gros. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment beaucoup plus massif. C'est des figurines que je trouve très cool, et c'est toujours un peu le regret que j'ai avec les Hérésidorus, c'est qu'autant j'adore le jeu, je le trouve super, je trouve que les gammes sont magnifiques, mais du coup c'est un super effort de design de figurines, qui serait ultra bien à Warhammer 40 000, avoir des véhicules super lourds Space Marines qui soient pas les répulsors et autres, parce que là on est vraiment sur un châssis monstrueux, hein, le Falchion, on n'est pas sur un Baneblade, mais on est vraiment pas très loin je crois, hein. C'est vraiment un truc énorme, et avoir ce genre de truc sur la table comme figurine super lourde pour les Space Marines, je trouverais ça vraiment cool, avoir d'autres Land Raiders, d'autres machins. Ce serait chouette. Alors, de mémoire, vous pouvez en jouer une partie à Warhammer 40 000 avec les légendes de l'Hérésidorus. Combien de temps ça va durer? Est-ce que votre groupe de jeu accepte les légendes ou les légendes de l'Hérésidorus? Ça, c'est un autre problème. Mais en attendant, c'est le genre de figurine que j'aimerais bien voir supporter officiellement à Warhammer 40 000, parce que niveau design, c'est excellent. Niveau tronche sur la table et monstruosité, c'est vraiment fun. Je trouve ça dommage que ça soit cloisonné dans un jeu qui est quand même beaucoup, beaucoup moins joué que Warhammer 40 000. Mais en tout cas, pour les joueurs Hérésie, vous avez des super belles pièces à mettre sur la table. Ces tanks sont vraiment, vraiment au top. Et puis vous allez pouvoir commander aussi Eisenhorn, l'Omnibus, que j'ai lu moi, alors en version anglaise du coup, il y a pas si longtemps. C'est des bouquins qui tiennent encore super bien la route, ils sont vraiment chouettes. Et puis après, vous avez le truc de Warhammer Plus de base. Voilà pour les précommandes, rien de très intéressant pour Warhammer 40 000. Je pense que de toute façon, les précommandes Warhammer 40 000, il n'y en aura pas jusqu'à la boîte de la V11. Je serais étonné qu'ils nous proposent beaucoup de choses. Peut-être des kill teams en individuel, peut-être une nouvelle boîte kill team qui du coup marcherait aussi pour Warhammer 40 000, mais en tout cas des vraies sorties 40k, je pense pas qu'il y en aura avant la boîte de sortie de la V11, donc je pense que l'actualité là-dessus va être un petit peu plus molle. Games Workshop nous a aussi montré la fiche d'unité du Big Mech Dakarig, donc cette espèce de merveilleux marcheur un petit peu plus grand qu'un Dev Dread qui va être dans la boîte de lancement Armageddon et que vous pourrez acheter évidemment à part plus tard. Bon, on n'a pas les coûts en points, par contre tout règle confondu par rapport à la V10, on peut quand même regarder un peu ce que ça fait. D'abord on a le mot-clé marcheur, le mot-clé véhicule, le mot-clé Big Mech et le mot-clé Dakarig, donc ça veut dire que c'est bien un Big Mech, c'est pas un personnage, mais ça veut dire que les détachements qui potentiellement boosteraient les Big Mech, ou en tout cas les Big Mech, impacteraient cette figurine-là. On a un truc qui bouge de 8, comme le Dev Dread, on a une endurance de 8, de mémoire, comme le Dev Dread, à moins que ce soit 9, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, on voit qu'ils ont utilisé cette convention-là de inv save, au lieu d'écrire invulnérable, bon, ça change pas grand-chose. 11 PV quand même, c'est pas si mal, et au C3, il a évidemment la WAG. Quand il tire sur des unités qui sont ni monstres ni véhicules, son Blitz Canon a plus 6 attaques. Le Blitz Canon de base, c'est 8 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, touche à 5, avec lourd et touche soutenue 1. Je rappelle que lourd, vous allez pouvoir bouger donc de 3 pouces pour prendre une ligne de vue et tirer, ce qui fait que du coup, vous allez probablement quand même réussir à avoir le bonus de plus 1 à la touche relativement facilement pour toucher à 4, qui rebasculera à 5 avec le couvert si l'adversaire est à couvert. Vous avez touche soutenue 1, et potentiellement 6 attaques de plus. Donc 14 attaques qui vont souvent toucher à 5 avec touche soutenue,
c'est pas si dégueu en 7-2, c'est un bon gros plasma. Vous avez aussi un lance-roquette qui fait 6 attaques, force 10, PA-2, dégâts 3, donc c'est fini le D3 tir plus déflagration, en tout cas sur ce rocket launcher là, vous avez directement 6 tirs. Bon, ça touche à 5, il y a aussi lourd, donc on va dire que ça va rester en touche à 5, c'est-à-dire que vous allez en toucher 2 probablement, mais 2 touches, force 10, PA-2, dégâts 3, c'est loin d'être dégueu. Au corps à corps, ça fait pas grand chose, 4 attaques, force 6, PA-1, dégâts 1, c'est vraiment plus un truc de tir. Honnêtement, c'est pas mal. Pas beaucoup de règles spéciales. C'est pas un perso, ça je trouve ça intéressant. J'aurais pensé que ça serait un personnage Big Mech, mais comme quoi c'est vraiment un véhicule, donc vous allez pouvoir en prendre potentiellement 3. Ça se joue que par 1, c'est pas des escouades de 1 ou 2, mais c'est plutôt chouette. Ceci dit, je dis que c'est pas un personnage, mais dans leur descriptif derrière, ils disent que c'en est un, et qu'ils disent que ça fait donc un bon warlord pour mener, un bon seigneur de guerre pour mener une armée de dread. Alors, soit ils ont oublié le mot-clé là, soit le fait que ça soit un personnage, c'est plus listé dans les mots-clés, mais là, en tout cas, sur la fiche, je vois rien qui me dirait que c'est un personnage. Donc, ils ont peut-être oublié un truc, ou c'est une erreur de l'article Warhammer Community, ce qui est possible parce qu'ils en ont fait pas mal dans ces présentations. Hein. A priori, on me dit que le fait d'avoir -1 à la CT quand l'adversaire a le couvert, en fait, c'est censé être un -1 touche, mais qui se sont trompés dans les articles. Et il y avait aussi le côté lance qui était une relance des blessures, alors qu'en fait, c'est +1 pour blesser. Donc, c'est peut-être une erreur ici, et il est pas personnage, ou alors c'est une erreur de la fiche d'unité, et ils ont oublié de lui mettre le mot-clé personnage. Ça, il faudra voir. Bon, comme d'hab, sans le coup en point, dur de juger, j'aurais tendance à dire que ça devrait être moins cher qu'un Dev Dread, puisque le Dev Dread peut avoir 4 lance-roquettes. Si tous les lance-roquettes c'est ce profil-là, le Dev Dread est beaucoup plus efficace au tir. Le Dev Dread peut aussi avoir 3 lance-roquettes et une arme de cac. Bref, j'aurais tendance à dire que ça devrait être dans les eaux d'un Dev Dread, à peu près, donc aux alentours de, je crois que c'est 120 points ou 130 points. Dans ces eaux-là, ça me paraît pas débilissime comme coup en point, mais on le saura plus tard. Bon, le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le système de mini-détachement de la V11, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs très très cool que ça va permettre de faire, et en même temps j'ai quelques inquiétudes aussi sur peut-être pas la pérennité de ce système, mais son intérêt à long terme dans le jeu. Donc si vous avez été complètement débranché de l'actualité de Warhammer 40 000 pour les derniers mois parce que vous en avez marre du barrage de trucs hashtag New40k et news de Warhammer 40 000 V11, vous avez peut-être loupé le fait que certains détachements maintenant vont valoir 1 point de détachement. Vous allez avoir les gros détachements majeurs comme le Gladius et les autres qui sont à 3 points, la plupart des autres détachements des codex existants qui seront à 2, et des détachements à 1 point qui sont, moi je les appelle des mini-détachements, qui vont booster vraiment que certaines unités de votre armée. Là, si on prend l'exemple de la Death Guard, qui est le dernier Faction Focus qu'ils ont publié, en date au moment où j'enregistre ça, on a par exemple un détachement qui va booster les drones avec lanceurs lourds, les ailes brutes et les méphitiques. Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 4 datasheets dans votre codex. Seulement 4 datasheets dans votre codex sur un détachement. Codex Death Guard, je crois qu'on est à une trentaine, 35, peut-être une quarantaine de datasheets, si on compte les démons, peut-être même un petit peu plus. Donc c'est une fraction, vraiment c'est un détachement qui couvre une fraction de votre armée. Et c'est ce qu'on a vu sur tous les reveals de la V11, sont des détachements qui touchent très peu de choses. Là par exemple, c'est juste les Plague Marines. Ce détachement ne booste que les Plague Marines, jusqu'à 2 Plague Marines, et ils ont Infiltrator. C'est tout. C'est vraiment des mini détachements, et donc vous pouvez soit prendre un à 1 point et un autre à 2 points qui boostent le reste de votre armée, ou 3 à 1 point qui vont vraiment aller booster que les unités que vous voulez vraiment jouer avec des bonus qui vous intéressent. Bon, ce système, sur le papier, je le trouve au top, parce que actuellement, quand vous jouez à la V10, vous avez plein de détachements qui vous paraissent trop cool. Moi en or, je sais que la Dread Mob, j'adore. C'est un détachement qui est génial, qui booste les marcheurs, qui booste le tir, qui booste les unités mech. Le problème, c'est que ce détachement, si vous voulez le jouer en ayant en plus quelques petites pièces à côté, moi je le joue souvent avec un Gorkanaut, des Dev Dread, des Kilakan, probablement des Luta dans un truck, enfin des pillards dans un truck avec un mec, ou ce genre de trucs. Ça j'aime bien, je trouve ça fun, mais si on veut monter à 2000 points d'armée avec que ça, il faut s'être construit une sacrée collection avec 18 Kilakan, 3 Dev Dread, 2 ou 3 Gorkanaut, 2 ou 3 petits mecs ou big mecs avec les unités qui les accompagnent, et c'est ultra spécialisé. Si je veux faire la même chose avec le détachement du culte de la vitesse, il faut que j'achète 18 motos, voire plus, il faut que j'achète 18 coptères, il faut que j'achète 2 exemplaires de chaque buggy, plein de trucks, etc. Et donc là encore, c'est un autre pan de l'armée sur lequel il faut que je paye 2000 € quasiment, alors on va pas exagérer, mais peut-être 1000 € juste pour avoir une armée à 2000 points qui soit ultra spécialisée.
Et bah du coup c'est un peu chiant parce que bah il y a des fois j'ai pas 2000 points dans une certaine variante de mon armée. J'ai pas 2000 points de démon de Slanesh qui me permettrait de jouer un détachement pur démon. J'ai pas 2000 points de Space Marines à jetpack que je veux mettre dans un détachement qui boosterait que les jetpacks. Donc j'ai envie de jouer une variante de mon armée, mais j'ai envie d'y ajouter des choses de ma collection pour compléter et monter à 2000. Et du coup, bah, quand je choisis un détachement qui ne booste que, on va dire, 1500 points de mon armée, j'ai 500 points de mon armée qui n'ont pas de règles, en fait. Hein. Ils ont leurs règles d'armée, mais ils sont pas ciblables par les stratagèmes, ils ont pas de règles de détachement, etc. Ça, c'est un peu chiant. Je le vois souvent en Deathwatch, par exemple, où bah, le détachement Deathwatch, il donne des bonus que aux unités qui ont le mot-clé Deathwatch. Il y a quelques stratagèmes qui affectent tout, mais globalement, c'est pas le cas. Donc chaque unité que je prends du Codex Space Marine générique, bah, en fait, elle est pas affectée par la règle de détachement. Et j'aimerais bien pouvoir dire, bah, j'ai mon détachement général Deathwatch qui booste mes unités Deathwatch, et j'ai un petit détachement bonus qui va booster les 2 unités d'Outrider que j'ai pris, ou les 3 Storm Speeder que j'ai décidé de rajouter, ou les 2 gros tanks que j'ai mis pour avoir de la puissance de feu dans mon armée. Et ça, actuellement en V10, on peut pas le faire. Avec la V11, c'est ce qu'on pourra faire. Vous aurez votre détachement à 2 points qui booste la majeure partie de votre armée, ou qui vous met dans un thème très spécifique, et vous allez pouvoir ajouter le petit détachement à 1 point qui booste les 3-4 unités en plus que vous avez rajoutées, qui ont du coup quand même du jeu et des règles. Et ça, je trouve ça super intelligent. C'est spécifiquement vrai, par exemple, avec les custos, où vous aviez un détachement qui boostait quasiment que les dreadnoughts et les véhicules. Vous preniez ça, vous aviez aucun bonus sur vos gardes custos, vos veilleurs, vos alarus, etc. Le fait de gérer le boost des dreadnoughts avec un mini détachement à 1 point, ça veut dire que je peux prendre mon détachement général qui booste mon armée au global et rajouter un petit buff pour les 2, 3, 4 dreadnoughts que je veux inclure dans mon armée qui sont cool. Je veux pas jouer que des dreadnoughts, je vais pas acheter 2000 points de 3 Contemptor, 3 Galatus, 3 Achillus, 3 Télémon et voir ce qui me reste après. Je veux en rajouter 2 ou 3 dans mon armée, mais j'aimerais bien qu'ils aient un petit boost. Et là, ils ont un petit boost et ils ont leurs stratagèmes et ils ont leurs améliorations, etc. C'est bien. Et en plus, c'est très évolutif parce que bah, si demain Games Workshop sort une nouvelle figurine qui rentre mal dans la plupart des détachements, imaginons demain ils sortent une nouvelle moitié de l'armée Cult Gene Stealer qui sont des espèces de robots de minage, des exo-armures de minage. Actuellement, ils seraient peut-être supportés par aucun des détachements. Et donc vous faites un mini détachement qui va booster les 2-3 variantes de ces exo-armures et qui va vous permettre de les intégrer dans votre armée sans avoir l'impression qu'il leur manque carrément un détachement entier pour pouvoir les jouer. Donc c'est très évolutif et plutôt intéressant, puisque du coup chaque détachement a ses propres améliorations, avec en plus le petit tag upgrade qui va sur certaines unités et pas forcément que sur un perso, vous avez vos propres stratas, tout ça c'est chouette, c'est une super bonne idée pour vous permettre vraiment de faire une armée qui vous convient. Pour le compétitif, ça ouvre plein de portes aussi, puisque bah, vous pouvez commencer à jouer avec le fait de vous dire, bah en fait ce détachement là qui booste toute mon armée, au global, il est peut-être moins intéressant que si je prends un détachement à 2 points et un petit détachement à 1 point qui va donner un boost très ciblé à cette unité qui est un peu l'enclume de mon armée. Je veux que cette unité soit celle qui ait le rôle de l'ouverture, mais qui soit capable de résister à une phase de tir entière de l'adversaire. Et donc je prends un détachement qui va les rendre plus costauds et qui va vraiment permettre de forcer l'adversaire à réagir à mon mouvement. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire qui vont être super intéressantes et super riches, avec en plus le fait de pouvoir échanger un peu les règles entre les détachements. Si vous avez un perso qui bénéficie d'un des détachements, que vous le mettez dans une unité qui à la base n'avait pas les règles, et bien soudainement, paf, vous avez les règles des 2 détachements sur la même unité. Il y a plein de trucs. Tous les chercheurs de combos vont être ravis d'avoir ça parce que ça va leur permettre de trouver la petite bête, la petite astuce. Et puis tous les gens qui veulent jouer une armée plus narrative, eh bien ils vont être capables de dire bah ma Wag Orc c'est un tiers cul de la vitesse, un tiers robot et un tiers plein de boys. Et du coup j'ai un petit détachement qui booste mes buggy, mes motos, un petit détachement qui booste tous mes petits boys et un petit détachement qui va booster mes robots. Et du coup bah mon armée fonctionne sur la table avec des règles qui me permettent d'interagir correctement avec toutes mes figurines, mais en plus ça représente narrativement ce que moi j'ai en tête. Je trouve que ça c'est une super idée. Maintenant, il y a des choses qui m'inquiètent un petit peu là-dedans. Déjà, une question d'équilibrage tout simple. Comment on fait pour équilibrer tous les combinaisons possibles de petits détachements, petites améliorations et petits strata qui pourront être trouvés. Alors, ils ont déjà donné des indices là-dessus, on sait que les mini-détachements, ou même les détachements globaux, peuvent avoir des mots-clés. Hein, on a un mot-clé speeder, par exemple, sur certains détachements, et on peut pas cumuler plusieurs détachements qui aura le même mot-clé. Donc s'ils se rendent compte avec le temps que, en fait, quand on prend 3 petits détachements spécifiques, ça fait des boosts de malades complètement pétés, eh bien ils peuvent dire, bah en fait, ces 2 détachements-là, ils ont le mot-clé speeder, ou le mot-clé terminator, ou le mot-clé machin, et du coup, on peut plus les combiner ensemble, et ça casse le combo, et c'est réglé, et il y a plus de problème. Ils peuvent aussi décider de changer, ils ont toujours le levier des points sur les améliorations, ils ont le levier du coup en point des stratagèmes, ils ont toujours l'équilibrage du stratagème lui-même, mais en plus ils vont avoir le levier d'équilibrage du coup en point d'un mini-détachement.
Si finalement le mini détachement, ils sortent une nouvelle figurine, et ce mini détachement il les booste de manière odieuse, et du coup bah, tout ce qu'on voit sur la table c'est du méga spam des 3 variantes possibles de cette unité, ils peuvent dire bah ce détachement maintenant c'est 2 points. Donc tu le cumules plus avec 2 autres mini détachements, tu le cumules qu'avec un autre, du coup ton build d'armée fonctionne plus comme tu le voulais, et hop ça redescend, et c'est géré. Pour tout ce qui est équilibrage, ils ont des leviers en plus. Donc j'ai ma petite inquiétude pour le lancement, parce que je pense qu'ils vont forcément laisser passer des trucs, il y aura des combos dégueulasses que les gens vont trouver, et ça c'est sûr, ça arrive dans toutes les éditions, mais ils ont des leviers supplémentaires pour rééquilibrer ça et changer ça. Par contre, ça veut dire que les gens qui n'aiment pas les changements réguliers, qui aiment bien jouer leur armée comme ils veulent, et où on leur dit tous les 3 mois, bah en fait ça marche plus comme ça c'est plus ça, ça c'est plus ça va forcément être une source supplémentaire d'agacement potentiel. Mon autre inquiétude, c'est est-ce qu'on n'est pas trop ciblé dans ces mini-détachements, parce qu'il y en a vraiment certains, le détachement champion de l'empereur, littéralement, ne booste qu'une figurine de votre armée, la figurine du champion de l'empereur. Point barre. Donc est-ce qu'on va pas se retrouver avec par armée 35, 40 mini-détachements qui vont booster chacun 1 à 3 fiches d'unité dans votre codex? Ça risque d'être assez compliqué à lire pour la plupart des gens. Je pense par exemple à l'application où vous ouvrez l'appli et on vous dit choisis ton détachement. Donc là j'imagine que demain on pourra dire je rajoute un autre détachement, je rajoute un autre détachement. Après il dira attention tu as mis trop de détachements. Mais du coup comment est-ce qu'on choisit dans une liste de détachements où on en a 30 ou 35 celui qui va aller booster la figurine qu'on a envie de mettre? Ça veut dire qu'il va falloir trouver le nom, ça va s'appeler Assaut blindé, et Assaut blindé en fait c'est pas les tanks, c'est les Terminators, c'est des détachements qui boostent les Terminators, celui qui booste les tanks, il s'appelle Point d'acier. Ah oui ok, donc faut que je déplie chacun des petits détachements pour voir celui qui va me donner la petite règle que je veux pour la petite unité que je veux rajouter. Vérifier que la règle me convient, c'est quoi les 3 stratagèmes potentiels qu'il y a dans ce mini détachement, est-ce que je veux vraiment ça, est-ce qu'il y en a pas un autre de mieux? Tout ça, ça risque d'entraîner un peu de lourdeur à la création de liste, je pense. Et puis derrière, bah, lourdeur sur la table, hein, parce que moi j'imagine déjà l'angoisse d'affronter un mec qui joue 3 mini-détachements additionnés, qui va me présenter sa liste d'armée, il va me dire alors, ces 3 unités-là, elles ont tel buff, parce que mini-détachement machin. Et j'ai 3 stratas, j'en ai 2 qui vont que sur eux, mais j'en ai un qui marche sur toute l'armée. Ensuite, ces 5 unités-là, elles ont ce détachement-là, donc elles ont ce bonus-là quand elles font tel truc, et j'ai ces 3 stratagèmes-là, il y en a 2 qui vont que sur eux, et il y en a un qui va sur toute l'armée. Et ensuite, ce mini-détachement-là, il booste que ce personnage-là, qui va du coup devenir 3 fois plus fort, et donc en fait, quand j'affronte un champion de l'empereur avec le mini-détachement champion de l'empereur, il fait pas du tout la même chose sur la table que quand j'affronte un champion de l'empereur qui l'a pas. Et donc l'unité, je sais pas du tout comment elle se comporte sur table d'une partie à l'autre, parce qu'il y a 3, 4, 5 mini-détachements qui donnent chacun un petit boost différent, et qui vont faire en sorte que l'unité change du tout au tout sur la table. Et du coup, en termes de lisibilité, j'ai peur que ça soit un peu chiant, parce que bah, même si l'adversaire m'explique tout ça au début de partie, déjà retenir les règles d'un détachement et ses 6 stratas, quand un mec vous présente une armée que vous connaissez pas si bien que ça, c'est compliqué. Quand un mec va vous présenter une armée que vous connaissez pas, avec 3 mini-détachements, 9 stratagèmes, 9 améliorations différentes partout, ça va être un peu... voilà. J'ai un peu peur qu'en termes de lisibilité, ça soit un peu chiant. Maintenant, il faudra voir comment ça se passe. Ils ont dit qu'il y aurait moyen de voir la liste de notre adversaire dans l'appli. Donc peut-être que ça simplifiera les choses pour voir aussi quelle unité a quel buff. Peut-être même que l'appli indiquera directement les bonus de détachement sur les fiches d'unité elles-mêmes, quand vous avez un détachement qui affecte telle unité et pas telle autre, ce qui permettrait peut-être aussi de dire bah maintenant je comprends mieux exactement ce que l'unité fait. En attendant, j'ai un peu peur de la lisibilité. Et puis le côté, bah, chaque détachement donne un buff à 1 ou 2 unités, bah, en fait à un moment, est-ce que du coup on va pas juste mettre cette règle dans la datasheet? Parce que si j'ai un détachement qui booste le gladiator, ou les 3 variantes des gladiators, super, mais dans ce cas-là c'est 3 figurines, donc est-ce que je peux pas juste avoir cette règle dans la fiche de la figurine, plutôt que de l'avoir dans un détachement spécial? Est-ce que vraiment c'est le bon système pour booster certaines unités? Je sais pas trop, il faudra voir à quel point ils tordent ce système, ou est-ce qu'ils le laissent relativement simple et lisible. Dans tous les cas, personnellement, je suis très enthousiasmé par ce truc, hein. Je trouve que c'est bien, ça va vraiment permettre non seulement de jouer votre collection de figurines sans avoir l'impression de passer à côté de la moitié des règles, parce que vous avez la moitié de votre armée qui a pas les points. Combien de fois on n'a pas joué avec les potes en disant bah je joue tel détachement, mais en fait il y a la moitié de mon armée qui est pas affectée parce que bah j'ai pas les figues, donc voilà, je vais le jouer comme ça pour le fun, mais bon il y a la moitié de mon armée qui a pas de règle bonus quoi. Ça arrive super souvent. Et donc demain pouvoir dire bah en fait elles ont quand même des règles, j'ai un petit détachement, c'est pas ultra impactant, mais j'ai des trucs en plus sur cette moitié d'armée pour au moins m'amuser un peu et avoir l'impression que ces unités aussi ont leur rôle, bah je trouve ça plutôt cool. Ça j'aime bien le principe narratif, voilà. J'ai juste mes doutes sur
l'équilibrage initial, mais aussi la lisibilité en jeu dans l'appli quand on crée sa liste ou quand on affronte quelqu'un qui nous présente ses 3 mini-détachements et ses 9 stratagèmes. J'ai peur qu'on se retrouve avec un truc des fois un petit peu compliqué à regarder. Notre sujet suivant, ça va être le terrain pré-peint. Alors ils n'ont pas fait une annonce officielle dans un article Warhammer Community, mais ils ont fait une mini vidéo courte, 44 secondes que vous voyez ici, qui est un mini sketch où en fait ils montrent voilà, des pièces de terrain et ils disent oh regardez comme c'est bien peint, c'est incroyable, et en fait il s'avère que c'est pas le mec d'en face qui les a peints, c'est du terrain pré-peint que Games Workshop va vous vendre. Donc ils en ont profité pour montrer aussi des nouvelles motos orques qui ont l'air très cool, mais je trouve ça très intéressant que Games Workshop se décide à vendre du terrain déjà peint, d'autant plus que le niveau de peinture est quand même plutôt bon, hein. Moi, personnellement, je peins du terrain un peu vite quand j'ai envie de le faire. Je suis pas à ce stade-là. J'ai pas des câbles jaunes et noirs aussi bien détaillés, j'ai pas autant de détails dans mes câbles. En général, c'est du gros brossage à sec, une belle grosse encre, 4 points de couleur à quelques endroits pour dire, regardez, là, il y a un truc intéressant, et c'est à peu près tout. Là, c'est, bon, voilà, les fameuses motos orques, voilà, qui nous montrent, donc qui ont l'air très très sympas aussi. Mais globalement, le niveau de détail a pas l'air mal, hein. C'est bon, c'est très court et on n'a pas forcément beaucoup de visibilité, mais quand on regarde cette ruine-là, vous avez une espèce d'effet de lumière sur la lampe, vous avez des petites lignes ici, vous avez une porte qui est peinte avec les symboles Mechanicus, on a quand même un truc qui est loin d'être dégueulasse. C'est pas aussi détaillé que certaines personnes feraient, là vous auriez pu faire les tubes en cuivre, là vous auriez pu peindre une autre couleur, vous auriez pu peindre la plaque d'une autre manière, c'est pas aussi détaillé que ce que certaines personnes feraient, mais globalement, c'est méga propre. Enfin, je veux dire, c'est mieux que un terrain juste brossé à sec en gris et puis on dit, ouais, c'est une ruine, elle est pliée, quoi. Et franchement, je trouve ça bien. Il faut s'attendre à un prix absolument débile là-dessus. Quand vous regardez le kit de ruines, je crois que c'est les 2 angles de ruines avec avec une petite plateforme au-dessus, plus les 2 mini-ruines qui font le reste de l'angle, ce qui a l'air d'être des ruines qui vont être utilisées sur les layouts Games Workshop. De mémoire, on est à 55 € prix Games Workshop. Donc la même chose peinte, je pense qu'on atteint assez facilement les 70 ou les 80 balles. Je serais pas surpris du tout que ce soit plus cher. Cela dit, si vous avez du budget et que peindre des terrains ça vous fait chier, et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de passer du temps à peindre leur terrain, peindre les figurines déjà ça les embête, peindre du terrain jamais de la vie, bah, le fait de se dire, bah tu sais quoi, j'ai les moyens, je vais m'acheter mes 6 ruines, mes 3 containers ou mes 6 containers, et puis 3 petites pièces un peu centrales jolies, hop, j'ai dépensé 300 boules, mais au moins ma table elle est remplie de trucs peints, finis, je les pose sur la table, c'est terminé, il y aura sans doute de la colle à mettre, mais globalement, c'est peint, c'est fait, c'est fini. Et ça, bah, c'est quand même un sacré avantage. Si vous jouez dans un club de jeu ou une asso qui a des moyens aussi, qui a des frais de participation, des frais d'abonnement relativement élevés, ou que vous avez 100, 120 adhérents dans votre asso, et que vous pouvez leur dire, bah, si chacun met 10 balles, on se retrouve avec 1000 €. Avec 1000 €, on équipe 4 tables entières de terrain pré-peint Games Workshop joli pour des belles parties. Bah, je pense que la plupart des gens diraient, ok, v'là tes 10 balles, enfin, c'est bon, on y va, go. Plutôt que d'avoir des trucs en carton mal foutus, ou des impressions 3D mal peintes, ou peu importe, bah, avoir ça, c'est chouette. D'autant plus qu'on peut imaginer que ces terrains pré-peints seront adaptés au layout de Games Workshop aussi. Quand on regarde ce qu'ils ont montré, vous avez de la ruine assez classique, vous avez des morceaux de ruine, vous avez des trucs qui ressemblent à des barricades, vous avez des générateurs, tout ça, ça a l'air d'être taillé spécifiquement pour ce que Games Workshop propose sur ses layouts. Ça a l'air d'être vraiment des choses qui correspondent bien à ce qu'ils ont montré. Donc ils ont bien précisé qu'il y aurait toujours du terrain non peint, ils vont continuer à vendre les éléments de décor pas peints, c'est juste une option supplémentaire d'avoir du décor peint. On sait pas trop, en tout cas j'ai pas vu, est-ce que c'est peint à la machine, est-ce que c'est peint à la main, ça aura une grosse incidence sur le coup, je les vois pas bien faire peindre ça à la main par des gens, parce que je te dis pas la quantité de travail nécessaire pour faire ça, je suppose que c'est peint à la machine de manière automatique, et que c'est pour ça que tous les détails sont pas forcément faits, il y a que les trucs qui ressortent vraiment dans le détail qui sont bien peints, mais cela dit, voilà, moi j'aime bien le concept, je trouve que c'est bien, ça sera probablement beaucoup plus cher que d'imprimer un truc en 3D et de le peindre vous-même, ça sera probablement beaucoup plus cher que d'acheter du terrain en bois plaqué, là, en MDF, qui est déjà pré-imprimé, mais au moins vous avez un truc avec beaucoup de relief. Bon, et puis il faut aussi voir que, peu importe comment ça a été peint, vous pourrez toujours les retoucher après. Si vous commandez ça en pré-peint et que vous vous dites, bah, j'ai envie d'y ajouter des petits détails maintenant, bah, vous pouvez peindre ce câble-là d'une autre couleur, vous pouvez faire quelques effets de lumière là-dessus, vous pouvez peindre les Aquila plutôt en doré, vous pouvez mettre ce tube en cuivre, vous pouvez faire les rivets, vous pouvez aller plus loin que ce qui a été peint, ça vous empêche pas de le compléter après coup, mais ça vous donne une base qui est déjà nickel, propre, jouable, et ensuite si vous voulez prendre le temps de fignoler, vous pouvez prendre le temps de fignoler. Moi je trouve ça plutôt
chouette. Là, c'est pareil, si vous aimez pas les tuyaux et les câbles, que vous voulez les faire d'une autre couleur, que vous trouvez que ça manque de contraste sur ces arches-là, vous rajoutez du détail, vous ajoutez de la couleur, et puis tout le monde est content, et il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est sympa. Alors, on voit quand même qu'il y a de la ligne de moulage des enfers hein, sur les décors. Là, c'est le genre de truc qui, pue un peu, là, toutes ces lignes-là, ici. Je pense pas que ça soit prévu. On voit aussi des lignes d'impression, j'ai l'impression, là, sans blague. On voit les petits traits, ça ressemble à des lignes d'impression 3D. Alors, est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ça sera de l'impression 3D ou du plastique? Je pense que ça sera du plastique. Est-ce que c'est juste parce que c'est des modèles types qu'ils ont mis dans la vidéo et que du coup c'est comme ça et c'est des impressions 3D pour vous montrer à quoi ça ressemble? Ça faudra voir, mais là typiquement on a ce genre de petites lignes assez typiques de l'impression 3D qu'on peut faire en règle générale avec tout le monde. On voit aussi que c'est pas forcément nickel droit, donc soit c'est mal ébarbé, soit l'impression n'est pas nickel droite. Vraiment bonne initiative, intéressante, je trouve que c'est une bonne idée, et si ça peut permettre à plus de gens de démarrer sans se dire j'en ai marre de jouer avec 3 cartons de pizza, j'ai 200 balles à mettre, je vais pouvoir acheter au moins 4 ruines pour faire un truc solide, propre sur la table et un peu joli, je trouve que c'est sympa quand même, et puis ceux qui détestent peindre le décor seront pas emmerdés comme ça. Bon, on va finir avec ce que j'ai peint. Cette semaine, j'ai quasiment fini 8 Skitarii pour le Mechanicum. Ils sont pas tout à fait nickel, il y a quelques débordements à droite à gauche sur les fusils au niveau des liserés dorés, au niveau des pactages dorsaux, il y a un peu de métal qui déborde à droite à gauche. Voilà, il y a des retouches qu'il faut que je fasse par-ci par-là, mais globalement, ils sont ce qu'on va appeler tabletop ready, ils sont prêts à être joués en tout cas. Mais voilà, il faut que je repasse encore dessus, je pense que je ferai ça en fin de journée là, pour aller masquer un peu les quelques endroits où j'ai dépassé et rajouter quelques éclaircissements supplémentaires aussi par-ci par-là, pour qu'ils soient au même niveau que les 8 autres que j'avais déjà peints. Bon, c'est des figurines que je trouve toujours très très cool à peindre. Elles sont pas très variées dans les poses, hein, comme je l'avais déjà dit avant, vous avez concrètement 4 poses différentes, et la seule variance que vous avez, c'est de changer la tête pour mettre soit un casque, soit une tête nue, et l'angle du casque, c'est tout. Les pactages dorsaux sont plus ou moins associés chacun à une forme de corps, donc vous pouvez même pas changer vraiment les tuyaux facilement, enfin vous pouvez barber un peu et tout, ça marchera très bien, mais voilà, ça reste des figurines avec pas mal de détails, mais qui se peignent plutôt vite, parce que finalement, le style, on va dire, Mechanicum Heresy, il est quand même très simple, hein, c'est très métallique, bronze et quelques capes de couleur, mais c'est pas méga chiadé en termes de détails, c'est pas comme du Mechanicus de 40 000, et donc je trouve que c'est des figurines qui, voilà, se peignent très vite, se peignent bien, sont agréables à peindre aussi, parce que les détails sont faciles d'accès, je suis assez content, et puis là je commence à vraiment avoir pas mal de choses, il faudrait que je peigne juste mes 6 myrmidons, et peut-être un tank, et je pense que j'ai 3000 points de jouable directement pour l'hérésie, ce qui va me permettre de vraiment commencer à le pratiquer un peu plus fréquemment, parce que là pour l'instant j'ai fait que 2 parties de test avec cette armée, et il va m'en falloir un petit peu plus pour bien retenir les règles. Bon voilà en tout cas pour ce récap de la semaine, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous trouvez que ce terrain pré-peint Games Workshop c'est une bonne idée, ou est-ce que vous pensez que ça sera de toute façon tellement cher que ça va être ultra limité? Est-ce que vous voyez vous acheter ce genre de truc, ou est-ce que vous aimez plutôt imprimer et peindre des décors? Moi je sais que c'est un truc qui par vague me plaît bien. Il y a des moments où j'ai envie de peindre des décors pour faire une belle table, et puis des moments où j'ai plus du tout envie de gâcher du temps et de la peinture dessus. Je dis gâcher, c'est pas un vrai bon terme, mais... Vous me direz ce que vous pensez du système de détachement de la V11, est-ce que vous partagez un peu mon enthousiasme avec quelques inquiétudes, ou est-ce que vous êtes à fond dedans, ou au contraire vous trouvez que c'est vraiment dommage de juste booster des micro-trucs comme ça par-ci par-là? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a tous les boutons YouTube, il y a le lien MyHobbyPlace, hein, si vous êtes client Hérésidorus, n'hésitez pas à utiliser le lien pour commander les nouvelles figurines qui sortent ce samedi, hein, ça nous reverse une petite commission pour faire des belles vidéos sur la chaîne, et puis vous, ça vous coûte moins cher que chez Games Workshop. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee aussi, merci à tous les tipeurs de nous soutenir, ça nous aide à faire plus de vidéos, ça nous aide à construire le studio aussi, à faire intervenir Nico dans les lives, et même de le laisser faire des vidéos aussi dans son coin, pour avoir une chaîne un peu à 2 têtes, donc c'est super apprécié. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!